17 mars 2026, 9h12, UTC. En ce moment même, au-dessus du bassin central de l'Amazonie, les capteurs multispectraux du satellite Sentinel-2 passent en mode acquisition haute résolution. Les flux de données descendent vers les stations au sol de São José dos Campos. Et quelque chose, dans ces pixels, fait que plusieurs chercheurs s'interrompent au milieu d'une phrase. Ce qu'ils regardent ne correspond à aucun modèle hydrologique connu. Ce n'est pas une baisse, ce n'est pas une sécheresse, ce n'est pas une anomalie saisonnière. C'est une absence. Une absence nette, brutale, géométriquement définie. 340 mètres d'un des systèmes fluviaux les plus puissants de la planète ne sont plus là. Pas en train de disparaître, disparus. Je m'appelle Daniel et ceci est Natural Disasters. Ce que les scientifiques ont trouvé dans les données de la semaine dernière change tout. Parce qu'un fleuve comme l'Amazone ne fonctionne pas comme une rivière classique. Il ne dépend pas uniquement des précipitations externes. Il est une machine climatique autonome, un système couplé atmosphère, biosphère, hydrosphère. Et ce système, pour la première fois depuis que l'humanité l'observe, vient de produire un signal que personne n'avait anticipé à cette échelle, une rupture. Les images brutes capturées le 17 mars montrent une bande continue de sédiments clairs, fracturés, craquelés selon des motifs polygonaux caractéristiques d'une dessiccation prolongée. Largeur moyenne, 280 à 340 mètres. Profondeur historique du chenal à cet endroit, entre 12 et 18 mètres. Aujourd'hui, 0. Les algorithmes de classification d'eau libre retournent une erreur. Non pas parce que les données sont corrompues, mais parce que l'eau n'est pas détectée. Les premières équipes pensent à une défaillance instrumentale, une saturation du capteur infrarouge, un artefact de réflectance. Mais les données radars confirment, les images drones du 2 mars confirment, les relevés thermiques confirment. Température de surface, 34,6 degrés Celsius. Anomalie positive de plus 6,8 degrés Celsius par rapport à la moyenne saisonnière. Cela signifie une chose très simple. Ce sol est exposé depuis longtemps. Coordonnées, 3 degrés sud, 64 degrés ouest. Une zone cartographiée en 2023 comme un couloir navigable majeur. Aujourd'hui, les signatures spectrales indiquent une composition argileuse compacte avec formation de croûtes de battance. Ce type de structure ne se forme pas en quelques jours. Il faut des semaines, souvent des mois de sécheresse continue. Cela signifie que pendant que les modèles globaux continuaient de fonctionner, pendant que les bulletins climatiques parlaient de variabilité, le système local avait déjà franchi un seuil. Et puis il y a le mot. Le 12 mars 2026, après validation croisée de 4 équipes indépendantes, une désignation officielle est émise. Zone de sécheresse irréversible. Les scientifiques n'utilisent pas ce mot. Ils évitent les certitudes. Ils parlent en probabilité, en marge d'erreur, en scénario. Mais ici, les marges ont disparu, les données convergent, les modèles échouent à simuler un retour à l'état initial, irréversible. Un fleuve vivant, un système dynamique vieux de millions d'années, qualifié avec un terme réservé au processus géologique définitif. Et si vous écoutez attentivement les enregistrements audio des centres de recherche, il y a un détail troublant. Un silence. Un silence entre deux phrases. Le moment exact où la compréhension se produit. Parce que ce que ces caméras ont capturé n'est pas seulement un événement local, c'est un signal système. Un signal que quelque chose, dans l'équilibre même de l'Amazonie, vient de céder. Le pendule ne ralentit pas, il accélère. Et nous allons comprendre pourquoi. 28 février 2026, 14h37, heure locale. Une équipe conjointe de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil et de l'Université de São Paulo déploie une série de capteurs au-dessus d'un corridor de 340 mètres dans le bassin central de l'Amazonie, entre Tefé et Coari. L'opération est routinière, surveillance saisonnière, vérification des anomalies thermiques signalées depuis janvier. Rien qui, sur le papier, justifie une alerte majeure. Et pourtant, dès les premières minutes de capture drone, quelque chose cloche. Les flux vidéo montrent d'abord des irrégularités de surface, des zones claires là où l'eau devrait absorber la lumière. Puis l'image se stabilise et le doute disparaît.
Le chenal principal est vide. Non pas partiellement asséché, vide. Les pilotes de drone demandent confirmation. Les capteurs LIDAR sont activés. Profil altimétrique, aucune colonne d'eau détectable. Les opérateurs pensent à une erreur de calibration. Ils relancent le scan. Même résultat. 2 mars 2026, 8h11. Les équipes au sol atteignent la berge près d'Alvaraes. Ce qu'ils mesurent dépasse immédiatement les bornes des modèles hydrologiques régionaux. Niveau d'eau, moins 18,6 mètres par rapport à la moyenne historique de mars. Je veux que vous visualisiez cela. 18 mètres, c'est un immeuble de 6 étages. Le fleuve n'a pas baissé, il s'est effondré verticalement. Les données hydrométriques des stations voisines montrent une chute progressive depuis octobre 2025. Mais ce qui est critique, c'est la rupture de pente observée en janvier. Une accélération brutale du taux de décroissance, comme si le système avait franchi un seuil critique et basculé dans un autre régime dynamique. 14 mars 2026. Les chiffres sont consolidés. Sur les 11 affluents majeurs alimentant cette section, 9 enregistrent un débit nul. 0. Pas réduit, pas faible, 0. Cela signifie que les gradients hydrauliques se sont inversés ou annulés. L'eau ne circule plus. Le système de drainage est à l'arrêt. Les 2 seuls affluents encore actifs, le Japura et le Jorua, affichent des débits entre 4 et 7% de leur moyenne saisonnière. À ce niveau, ils ne compensent rien. Ils stagnent. Température de surface de l'eau restante, 34,6 degrés Celsius. Seuil de stress physiologique pour la majorité des espèces, 30 degrés Celsius. Seuil critique, 32 degrés Celsius. Au-delà, les processus enzymatiques commencent à se dégrader. À 34 degrés Celsius, les organismes ne s'adaptent plus, ils meurent. Oxygène dissous mesuré dans les poches résiduelles, entre 1,8 et 2,4 mg par litre. Seuil minimal de survie pour la plupart des poissons, 4 mg par litre. Cela signifie que même là où l'eau existe encore, elle est chimiquement incapable de soutenir la vie. Ce n'est plus un habitat, c'est un piège. Maintenant, il faut comprendre la mécanique profonde. Parce que ce que nous observons ici n'est pas une simple sécheresse, c'est un effondrement systémique, couplé. L'Amazonie fonctionne comme une boucle fermée. Les arbres pompent l'eau du sol et la relâchent dans l'atmosphère par transpiration. Cette vapeur forme des masses d'air humides, les rivières volantes, qui génèrent ensuite des précipitations. Jusqu'à 80% de la pluie dans certaines régions du bassin provient de ce recyclage interne. Mais cette boucle a un point de rupture. Lorsque la couverture forestière passe sous un certain seuil, estimé entre 20 et 25% de perte totale, la quantité de vapeur générée devient insuffisante pour maintenir les précipitations. Moins de pluie signifie moins d'eau dans le sol. Moins d'eau dans le sol signifie moins de transpiration, et donc encore moins de pluie. C'est une rétroaction positive, un emballement. Mars 2026. Les estimations de déforestation cumulées oscillent entre 22 et 24%. Nous sommes exactement dans la fenêtre critique. Le système n'est plus stable. Ajoutez à cela un dôme de chaleur persistant installé depuis octobre 2025, un système de haute pression bloquant les flux convectifs, résultat, 5 mois consécutifs de précipitations fortement réduites pendant la saison humide. La période où le fleuve devrait être en crue maximale. Au lieu de cela, il atteint son minimum historique. Et il y a un autre élément, plus discret mais fondamental. La mémoire hydrologique. Les rivières ne sont pas seulement des flux d'eau, elles sont des structures sculptées en permanence par ce flux. Lorsque l'eau disparaît trop longtemps, l'érosion éolienne, les fissures thermiques et le déplacement des sédiments modifient la géométrie du lit. Cela signifie que même si la pluie revenait demain, rien ne garantit que l'eau suivrait le même chemin. Le fleuve ne sait plus où il doit couler. C'est là que le mot irréversible prend tout son sens. Pas comme une exagération, mais comme une description physique, une description mécanique, une description mathématique. Le système ne répond plus aux conditions qui l'ont créé, et le pendule continue de battre. Il y a une illusion dangereuse dans notre manière de percevoir les catastrophes naturelles. Nous les imaginons comme des événements isolés,
des anomalies ponctuelles dans un système autrement stable. Mais les systèmes naturels ne fonctionnent pas ainsi. Ils accumulent, ils enregistrent, ils réagissent. Et parfois, ils cèdent. Ce que nous observons en mars 2026 n'est pas un événement, c'est l'aboutissement d'une séquence. Première grande alerte moderne. Les stations hydrologiques enregistrent une chute exceptionnelle du niveau de l'Amazone. Les scientifiques parlent alors d'une sécheresse centennale. Les modèles climatiques évoquent une anomalie liée à l'Atlantique tropical. Température de surface élevée, déplacement des zones de convergence. Le fleuve descend, les poissons meurent, les communautés s'adaptent. Puis l'eau revient. Le système semble avoir absorbé le choc. 5 ans plus tard, même scénario, mais plus intense. Niveau plus bas, durée plus longue. Les analyses montrent une corrélation plus forte avec le réchauffement des eaux de surface de l'Atlantique Nord. Les scientifiques commencent à parler de tendance. Le mot répétition apparaît dans les publications. Mais le paradigme reste intact. Le système est résilient. Troisième événement majeur en 10 ans. Ce n'est plus statistiquement normal. Les anomalies thermiques s'intensifient, les précipitations deviennent erratiques. Certaines zones du bassin enregistrent des déficits hydriques prolongés. Les chercheurs introduisent un nouveau terme, point de bascule potentiel. Ce n'est pas encore une certitude, mais la question est posée. Puis 2023, l'année où quelque chose change. Les températures de l'eau dépassent localement les 32 degrés Celsius. Dans certaines lagunes isolées, elles atteignent 34 degrés Celsius. Plus de 150 dauphins de rivière sont retrouvés morts en une seule semaine. Les images circulent, les scientifiques parlent d'un signal d'alarme critique. Pour la première fois, le système montre des signes de défaillance biologique à grande échelle. Et pourtant, même là, le fleuve revient, partiellement, suffisamment pour maintenir l'illusion de stabilité. Mais si vous superposez les données, 2005, 2010, 2015, 2023, un motif apparaît. Chaque événement est plus intense que le précédent. Chaque récupération est plus faible. Chaque intervalle entre les crises se réduit. C'est la signature classique d'un système approchant un point critique. En physique, on appelle cela un ralentissement critique. Le système met de plus en plus de temps à revenir à l'équilibre, jusqu'au moment où il ne revient plus. Mars 2026. Ce moment. Il existe des parallèles géophysiques à ce type de transition. Les lacs endoréiques qui disparaissent après franchissement d'un seuil d'évaporation. Les glaciers qui, une fois amincis au-delà d'une certaine épaisseur, entrent en retrait irréversible. Les calottes polaires qui passent d'un état stable à un état de fonte auto-entretenu. Dans tous ces cas, le déclencheur n'est pas un événement unique, c'est l'accumulation. Dans le cas de l'Amazonie, cette accumulation est double. D'un côté, la déforestation progressive qui réduit la capacité de transpiration. De l'autre, l'augmentation globale des températures qui intensifie l'évaporation et modifie les circulations atmosphériques. Mais il y a un troisième facteur, souvent sous-estimé, la synchronisation. Les sécheresses passées étaient souvent liées à des anomalies climatiques spécifiques, El Niño, oscillation atlantique. Elles affectaient certaines régions plus que d'autres. Le système global restait fonctionnel. En 2026, ce n'est plus le cas. Les anomalies se superposent. Dôme de chaleur régional, déficit de précipitation, déforestation critique, température de surface élevée. Tous les facteurs sont alignés. C'est ce que les physiciens appellent une convergence de forçage. Et lorsque plusieurs forçages agissent simultanément sur un système proche de son seuil critique, la transition n'est plus progressive, elle devient brutale. Il y a un moment précis dans les enregistrements de 2026 où cette brutalité devient visible. Entre le 11 et le 18 janvier, les stations hydrométriques montrent une accélération soudaine de la baisse du niveau d'eau. Le gradient passe de moins 2 cm par jour à moins 11 cm par jour. Une multiplication par 5 en une semaine. Aucun modèle standard ne prévoyait une telle transition. C'est le moment où le système bascule. Et si l'on regarde plus loin dans le passé, bien au-delà des archives instrumentales, il existe des indices que ce type de bascule s'est déjà produit. Des études paléoclimatiques basées sur les isotopes du carbone et les sédiments indiquent qu'il y a environ 55 millions d'années, certaines régions de l'Amazonie ont connu des transitions rapides entre états forestiers et états plus arides.
Des transitions qui se sont produites sur des échelles de temps géologiquement courtes. Ce que nous vivons aujourd'hui pourrait être une version accélérée de ces processus anciens. Mais avec une différence fondamentale. Cette fois, il y a des villes, des réseaux, une économie globale connectée. Et surtout, cette fois, il y a nous. Le passé ne se répète pas, il résonne. Et cette résonance, en mars 2026, est plus forte que jamais. 3 mars 2026, 16h52. Température de l'air, 36 degrés Celsius. Humidité relative, en chute. Une équipe de terrain enregistre le son ambiant à proximité de l'ancien chenal principal. Les microphones captent quelque chose d'inhabituel. Ou plutôt, ils ne captent rien. Pas d'insectes, pas d'oiseaux, pas de mouvement d'eau. L'Amazonie, l'un des environnements acoustiques les plus denses de la planète, est presque silencieuse. Mais il y a des gens ici. 1,6 million de personnes vivent directement ou indirectement dans la zone affectée. Et pour comprendre ce que signifie la disparition d'un fleuve, il faut quitter les graphiques, quitter les modèles et entrer dans leur journée. Joël Pereira, 53 ans, pêcheur depuis l'âge de 14 ans. Le 2 mars, il guide une équipe de chercheurs vers un point qu'il appelle le trou profond. Un endroit où il pêchait la rapaïma depuis près de 4 décennies. Les coordonnées correspondent, les cartes confirment. Mais sur place, il n'y a plus d'eau. Seulement une étendue de boue grise, fissurée, dure comme du béton. Enregistrement audio, 17h08. Long silence. Puis une phrase en portugais. O rio sempre voltava. Le fleuve revenait toujours. Ce détail est crucial, parce que toute l'organisation de la vie ici repose sur cette certitude. Le fleuve peut baisser, il peut changer, mais il revient. C'est la base implicite de toutes les décisions humaines dans cette région. En 2026, cette base disparaît. Municipalité de Tefé, population environ 72 000 habitants. Le système de traitement d'eau dépend directement du fleuve. 14 mars. Pression dans le réseau, insuffisante pour alimenter les quartiers périphériques. Les autorités déclarent un état d'urgence hydrique. Coût du transport d'eau par camion, 340 000 reais par jour. Budget disponible, 11 jours. Après cela, il n'y a plus de plan. Dans les villages plus petits, il n'y a même pas de système à faire tomber. Pas de réseau, pas de traitement. L'eau était prise directement dans le fleuve. Seau, pompe manuelle. Aujourd'hui, ces seaux remontent de la boue. Maria dos Santos, 67 ans. Village de São Raimundo do Jaraúa. Population, environ 400 personnes. 8 mars. Elle explique aux chercheurs que l'accès à l'eau potable est interrompu depuis 63 jours. Une seule embarcation motorisée fait un trajet de 5 heures aller-retour pour ramener de l'eau depuis une zone encore active. Volume transporté, insuffisant. Fréquence, irrégulière. Les signes cliniques apparaissent rapidement. Déshydratation, perte de poids, infection liée à l'eau stagnante. Les équipes de Médecins sans frontières décrivent la situation comme une urgence humanitaire aiguë en cours. Pas potentielle, pas imminente, en cours. Et puis il y a les communautés autochtones. Pour les Kokama, les Tikuna, les Kanamari, le fleuve n'est pas seulement une ressource, il est une structure cosmologique. Il organise le temps, les rituels, la transmission du savoir. Lorsque le fleuve disparaît, ce n'est pas seulement un environnement qui change, c'est un système de sens qui s'effondre. Transcription d'un entretien, 11 mars. Un ancien Tikuna déclare « Le monde que nous connaissons s'arrête ici. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description. Pendant ce temps, la faune suit la même trajectoire. 10 mars. Survol aérien. 187 carcasses de dauphins roses recensées dans des poches d'eau isolées. Population estimée de l'espèce, entre 9 000 et 11 000 individus. Cela représente près de 2% de la population mondiale observée morte dans une seule zone, en une seule campagne. Les arapaima, poissons pouvant atteindre 3 mètres, sont observés en regroupements anormaux. Des dizaines d'individus dans des volumes d'eau équivalents à des piscines domestiques. Ils remontent à la surface pour respirer. Leur capacité à respirer l'air, normalement un avantage évolutif, devient une prolongation de l'agonie. Les enregistrements vidéo montrent des comportements extrêmes, compétition alimentaire intense,
cannibalisme. Les biologistes utilisent des termes cliniques, mais les images racontent autre chose. Une rupture totale des équilibres. Les oiseaux migrent. Les relevés ornithologiques indiquent un déplacement massif de centaines d'espèces hors de la zone. Ce type de déplacement, à cette échelle, est rare. Il indique une perte de fonction écologique complète. Et il y a ce détail que plusieurs chercheurs mentionnent dans leurs rapports, presque en marge, mais qui revient constamment. Le son. L'Amazonie devrait être assourdissante, mais dans cette zone, le niveau sonore moyen a chuté de manière drastique. Moins d'insectes, moins d'oiseaux, moins de mouvements. Le système vivant s'éteint, et avec lui, le bruit. Le silence devient un indicateur que quelque chose de fondamental a cessé de fonctionner. Et pendant que les chiffres s'accumulent, que les modèles tentent de suivre, que les institutions réagissent avec le décalage qui leur est propre, les habitants restent. Parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Ils regardent un paysage qui ne correspond plus à leur mémoire, et ils attendent. Comme Joël Pereira, debout au bord de la boue, regardant un endroit où pendant 39 ans, il y avait de l'eau. Et pour la première fois, il commence à envisager une idée qui jusqu'ici n'existait pas. Que le fleuve ne reviendra pas. 17 mars 2026, 22h03. UTC. Les dernières données tombent. Les capteurs thermiques indiquent une nouvelle augmentation de la température de surface. Plus 0,4 degrés Celsius en 24 heures. Les poches d'eau restantes diminuent. Les modèles hydrologiques mis à jour à 18 heures confirment une tendance qui ne laisse aucune marge d'interprétation. La zone de 340 mètres continue de s'étendre. Le pendule ne ralentit pas, il accélère. Ce que nous observons ici n'est pas un événement isolé, c'est une bifurcation. Un point où le système quitte une trajectoire pour en emprunter une autre, sans retour possible. Et la question qui se pose maintenant n'est plus « cela va-t-il empirer ?», mais « à quelle vitesse ?» Les projections internes de l'Agence nationale de l'eau du Brésil indiquent que si les conditions actuelles persistent encore 30 à 60 jours, la zone non fonctionnelle pourrait tripler en superficie. 340 mètres deviendraient 1 kilomètre, puis plusieurs. Et à mesure que cette zone s'étend, elle modifie les conditions locales. Augmentation de l'albédo du sol sec, réduction de l'humidité atmosphérique, amplification des températures de surface. Chaque mètre perdu rend le suivant plus probable. C'est une propagation. Et cette propagation ne reste pas confinée. Le système amazonien est connecté à des structures climatiques à l'échelle continentale. Les rivières volantes transportent l'humidité vers le sud, alimentant les précipitations au-dessus du Cerrado, du sud du Brésil, jusqu'aux plaines agricoles d'Argentine. Si la source s'affaiblit, l'ensemble du réseau se modifie. Les premiers signaux apparaissent déjà. Données de mars 2026, déficit pluviométrique de 18% dans le centre-ouest brésilien. Anomalie de pression dans l'Atlantique Sud, déplacement des cellules de convection. Ce sont des ajustements subtils, mais cumulés, ils redessinent les cartes climatiques. À l'échelle globale, l'enjeu devient encore plus critique. L'Amazonie stocke entre 150 et 200 milliards de tonnes de carbone. Tant que le système fonctionne, ce carbone reste piégé. Mais lorsque la forêt se dégrade, lorsqu'elle brûle ou se dessèche, ce carbone est relâché, lentement d'abord, puis plus rapidement. Les mesures atmosphériques de 2025 avaient déjà montré un basculement partiel. Certaines régions de l'Amazonie émettent désormais plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. Si cette dynamique s'étend, l'Amazonie cesse d'être un puits de carbone et devient une source. Les modèles climatiques du GIEC estiment qu'un tel basculement pourrait ajouter entre 0,3 et 0,6 degrés Celsius au réchauffement global d'ici la fin du siècle. Dans un monde déjà en tension autour du seuil de 1,5 degrés Celsius, cette augmentation n'est pas marginale, elle est structurelle. Cela signifie plus de vagues de chaleur, plus de sécheresse, plus d'événements extrêmes. Dans des régions très éloignées de l'Amazonie, c'est ici que l'interconnexion devient tangible. Ce qui se passe à 3 degrés sud, 64 degrés ouest ne reste pas là. Et pourtant, malgré l'ampleur de ces implications, la réponse reste fragmentée. Les institutions réagissent selon leur temporalité. Les gouvernements mobilisent des ressources. Les scientifiques publient, alertent, modélisent. Mais le système physique, lui, n'attend pas. Il suit ses propres lois. Hydrologie, thermodynamique, dynamique des fluides. Des lois qui ne négocient pas.
Il y a une phrase prononcée le 15 mars 2026 par un climatologue brésilien lors d'un briefing interne. Elle n'était pas destinée au public. Elle n'était pas dramatique. Elle était factuelle. Nous ne cherchons plus à empêcher. Nous cherchons à comprendre ce qui reste encore stable. Ce changement de langage est essentiel. Il marque le passage d'une logique de prévention à une logique d'adaptation à un processus en cours. Et c'est là que le temps devient le facteur critique. Combien de temps avant que d'autres sections atteignent ce point? Combien de temps avant que les affluents voisins cessent à leur tour? Combien de temps avant que les rétroactions climatiques amplifient le phénomène à une échelle incontrôlable? Les réponses existent, mais elles ne sont pas rassurantes. Les modèles les plus pessimistes parlent de quelques années, les plus optimistes d'1 ou 2 décennies. Mais aucun ne parle de stabilité. Et pendant que ces projections circulent, les caméras continuent de filmer. Chaque jour, une nouvelle image, une nouvelle mesure, une nouvelle confirmation. Le sol se fissure davantage, les températures montent, les zones d'eau se fragmentent. Le mot, lui, ne change pas. Irréversible. Alors la question finale n'est pas scientifique, elle est presque biologique. Si l'Amazonie est un organe du système Terre, si elle régule, si elle respire, si elle stabilise, alors ce que nous observons aujourd'hui ressemble à quoi? Une blessure, une maladie ou un arrêt? Parce que si les poumons de la planète commencent à s'effondrer, il y a une limite très simple, très physique, très implacable, celle de l'air que nous respirons. Le fleuve continue de disparaître, les capteurs continuent d'enregistrer, et le pendule continue de battre. Je m'appelle Daniel, ceci est Natural Disasters, et si le sol est encore là demain, nous continuerons à observer.